Alors vous voyez, partie de la production, une fierté de cette nature, à l'échelle non du petit collectif, mais du grand, du collectif des collectifs, et par construction un affect d'appartenance à une communauté politique, et même, lâchons le mot, un affect d'identité, pour lequel toute une partie de la gauche radicale, qui regarde les mots plus qu'elle ne pense les choses, déclare aussitôt une horreur de principe, une horreur symptomatique également, je crois. Je suis toujours très frappé, en effet, que des gens qui ont le plus souvent du commun et de la défense des communs plein la bouche calent aussi spectaculairement, lorsqu'il devient question d'identité commune. On est frappé, mais on n'est pas surpris. Ici, la gauche radicale révèle ses adhérences bourgeoises impensées et la philosophie sociale implicite que ces adhérences structurent. Si l'appartenance et l'identité commune lui sont aussi odieuses, c'est parce que le bourgeois ou le petit bourgeois éduqué qui fait le gros des troupes de cette gauche est foncièrement un individualiste métaphysique. L'identité, c'est bon pour lui, toujours porté à se penser comme une singularité. C'est bon pour lui, mais pas pour les masses. Dès qu'elle cesse d'être individuelle pour devenir collective, l'identité lui est une horreur. Le pire des égarements passionnels de l'histoire. Le fait incontestable étant que c'est tout à fait possible. Il n'y a pas lieu de s'étendre longuement sur le désastre des identités nationales nationalistes chauvines. C'est précisément de ce désastre identitaire collectif que se repaissent les fascismes. Nous ne sommes pas plus ignorants ni plus inconscients que la moyenne, nous savons ça très bien. Alors, dans ces conditions, est-il raisonnable de persister dans cette voie? La première réponse est que oui, parce que si les désastres identitaires sont possibles, ils ne sont pas nécessaires. La deuxième réponse considère, elle, que la question était en fait mal posée. Ça n'est pas une affaire de choix, car des affects collectifs, des affects d'appartenance, il y en aura de toute manière. Leur contenu n'a rien de nécessaire, leur formation si. Or, à ne pas vouloir envisager qu'il y ait des affects de communautés politiques, parce qu'on les trouve trop laids, on sera incapable de penser les communautés politiques elles-mêmes. Il y a pourtant à penser ceci, que le genre humain n'existe pas politiquement à l'état de communauté mondiale, mais à l'état fractionné en ensembles politiques distincts. Ici, la position internationaliste abstraite est d'emblée rendue à une contradiction fatale. Soit elle maintient qu'il ne doit plus y avoir que le grand ensemble du genre humain unifié, la communauté unique, mais pour que ce soit davantage que des mots creux ou un rêve de singe, il va falloir qu'elle nous en indique la forme politique. Bon courage. Soit elle est obligée de reconnaître la persistance d'ensembles politiques distincts, mais alors il va lui falloir admettre ce qu'elle ne veut pas admettre. D'abord que ces ensembles distincts doivent être appelés, mais conceptuellement, j'y insiste, conceptuellement, des nations. Conceptuellement, c'est-à-dire sans rien présupposer de leur forme, éventuellement très différente de la nation, de l'État-nation capitaliste, de ses frontières et de son racisme. Et puis il lui faudra penser que ces ensembles, nationaux donc, sont des lieux d'appartenance et d'identité collective. Ce qui se voit à la manière dont ils se constituent, non par une adhésion de la raison, mais par des affects communs. Le ciment des groupes est passionnel. Inutile de croire objecter en disant que les groupes peuvent aussi se former autour d'idées, de valeurs ou de croyances. C'est la même chose. Sauf idéalisme incurable, les idées, valeurs, croyances n'ont aucune force propre. Elles ne conquièrent les esprits que par la force des affects qui les accompagnent et les transportent, qui font la force des adhésions. À plus forte raison quand ce sont des idées collectives, elles carrément stéroïdées par la force des affects communs. Vous connaissez tous cette phrase de Marx. Les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes. La force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. Mais la théorie se change elle aussi en force matérielle dès qu'elle saisit les masses. Alors lisons ça de près et demandons-nous, quelle est la nature de ce saisissement? Il ne peut être qu'un saisissement par des affects. Ce qui change les formations idéales en force matérielle, ce sont les affects quand ils nous saisissent. Ces affects peuvent convoyer les contenus de la vie matérielle, ils peuvent en convoyer d'autres. On peut être habité de croyances ou de valeurs étrangères en première instance à la grammaire des intérêts matériels. Il peut y avoir dans les têtes d'autres choses que les idées des affections matérielles, et des choses suffisamment puissantes, parfois, pour dominer la formation passionnelle du groupe. D'une certaine manière, toute la question de la politique des affects est là. Comment parvenir à charger d'affects les idées que nous voulons voir triompher? C'est une politique concrète et réaliste qui commence en se demandant de quelles ressources passionnelles nous disposons et surtout comment les réorienter, comment les faire jouer autrement. L'hypothèse qui commande notre réflexion, c'est que les affects d'appartenance comptent parmi les plus puissantes de ces ressources passionnelles.